je connaissais pas tout et du coup, j'avais mes limites et quand je sentais que j'étais j'allais vers ces limites-là, que j'étais pas suffisamment prêt, j'ai encore remis la main sur un de mes carnets de l'époque il y a 2 jours où j'ai écrit, ok, bon, là je suis pas encore prêt pour faire ça. Et j'ai fait demi-tour aujourd'hui parce que j'étais pas encore prêt et je faisais demi-tour. Et j'ai appris à aller, tu vois, faire des allers-retours entre je me prépare physiquement. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 27e épisode du Camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Je vous emmène aujourd'hui en Haute-Savoie auprès d'un personnage que vous devez bien connaître si vous suivez les actualités de la montagne. C'est Paul Bonhomme. À 46 ans, ce guide de haute montagne qui a grandi en banlieue parisienne enchaîne les défis en trail, pentraid et alpinisme. Mais bien loin de moi l'idée de vouloir l'interroger sur la performance. Avec Paul, on parle de montagnes sensibles, de l'odeur de la rosée, mais aussi celle de la bouse de vache. Retour sur une expérience et une superbe rencontre. Bonne écoute. Bonjour Paul. Bonjour Émilie. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour le camp de base. Alors première question, qui est une question fil rouge dans tous les épisodes du camp de base. Il est où toi ton camp de base et il est composé de quoi ? Mon camp de base, il est à Cercier, en Haute-Savoie, entre Annecy et Genève, dans la campagne ancienne. J'appelle ça la basse Haute-Savoie, dans les collines. Donc, il est composé de collines, de pommiers, d'agriculteurs, de frontaliers, de ma chérie et de mes deux petits, des 2 enfants que j'ai avec ma chérie actuelle, parce que mes 2 grandes sont ailleurs. Et voilà. Un petit cocon, quoi, sympathique. Ouais, pour moi, c'est un cocon. Pour ma chérie, c'est un peu plus dur parce qu'elle fait du télétravail. Donc, pour elle, c'est un bureau aussi. Et moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment un endroit où je suis loin des montagnes. Enfin, loin. Je suis pas si loin, mais je les vois pas. Je suis pas complètement dans le milieu. Donc, du coup, j'arrive vraiment à me poser et à penser un peu à d'autres trucs, quoi. Il ressemble à quoi les paysages dans lesquels tu habites, justement, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas la Haute-Savoie ? C'est de la colline. C'est de la colline. C'est vraiment de la colline. Alors, de la colline qui culmine à le Salève, c'est 1003. Donc, c'est quand même un peu haut, quand même. Mais c'est de la haute colline. Mais voilà, c'est vraiment collinéen. C'est vraiment des collines comme ça, tranquilles. C'est assez paisible. Donc, t'es guide de haute montagne, t'es passé par plusieurs métiers de la montagne. Aujourd'hui, t'as 47 ans. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ton histoire d'abord, t'as grandi où et qu'est-ce que t'as fait avant la montagne ? Alors, je vais essayer d'être pas trop long parce que mon histoire, comme j'ai 47 ans, elle est forcément un peu longue. Non, donc je suis né en Belgique. Mes 2 parents sont néerlandais. Donc moi, comme je suis né en Belgique, 2 parents néerlandais, je suis néerlandais aussi. Jusqu'à mes 4 ans. Après, on a déménagé en banlieue parisienne pour le travail de mon père. À Pontoise, dans le 9-5. Et c'est là où j'ai vécu toute mon enfance, en fait, jusqu'à mes 18-19 ans. À Pontoise, banlieue parisienne. Vers mes 18-19 ans, c'est mon grand frère avait quitté ses études pour essayer d'être moniteur de ski et accompagnateur en moyenne montagne. Et moi, j'ai fait 2 mois de droit, et puis, deux mois. Et puis là, j'avais tous les copains et les copines qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Arrête, t'as qu'une seule envie, c'est d'aller en montagne. Donc va en montagne, suis ton grand frère, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait donc j'avais 18 ans, 18 ans. Donc, je suis parti, j'ai fait 19 ans. À 19 ans, j'ai rencontré mon ex-femme. Je suis revenu en banlieue parisienne pour travailler parce que je m'en sortais pas. J'ai raté 4 fois le test technique pour être moniteur de ski. L'accompagnateur, c'était bien, mais c'était pas non plus dément pour moi. Et puis j'étais amoureux, donc j'ai essayé autre chose. J'ai essayé d'être éducateur spécialisé. J'ai pas réussi, donc voilà, jusqu'à mes 20
20 ans, 21 ans. Voilà, de 2 ans encore en banlieue. Puis après, on est revenu en montagne. Mais là, avec complètement autre chose, j'ai fait maçon. Voilà, je travaillais sur des chantiers. Et puis là, mon grand frère est décédé. Et puis après, voilà, ça a commencé à moins bien se passer avec mon ex-femme. Et c'est sur une idée à elle, un jour, qui me dit, comme ça se passait pas très bien, elle me dit, mais pourquoi tu fais pas guide de haute montagne? En gros, pourquoi tu me lâches pas la grappe? Et moi, je me suis dit, bah ouais, ce serait bien, en fait, que j'aille un peu plus en montagne. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se voit plus, quoi. Ça veut dire que parce que pour être guide, je vais vraiment y aller à fond. Elle m'a dit, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé enfin, j'ai fini ma liste de courses. Et après, on s'est séparés avec mon ex-femme une première fois. J'ai passé mon guide. On s'est remis ensemble. On a eu nos deux enfants, mes deux grandes. Et puis après, on s'est vraiment séparés. Voilà. Et puis depuis maintenant 2005, j'ai croisé ma compagne actuelle, ma chérie, ma femme actuelle. Et là, on est ensemble depuis 2005. Voilà. Ok. Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous voyez la montagne? Est-ce que vous avez effectivement grandi en Belgique puis en banlieue parisienne? Je pense que je me souviens pas de la première fois où j'ai vu la montagne. Je me souviens par contre, je me souviens d'être dans la voiture, parce que souvent on partait le soir vers 21h. Mes parents faisaient la route de nuit avec les 4 gosses derrière, et on arrivait dans les montagnes le matin. Et du coup, moi, je dormais, parce que c'était après la classe, quoi, tu vois. Donc, et je dormais toute la nuit, et puis quand je me réveillais, je voyais les montagnes, et puis ça dépendait des fois, mais il n'y avait pas tout le temps de la neige, donc je surveillais les abords de la route pour voir quand la neige allait arriver. C'était pour l'hiver. Et puis dès que je voyais la neige, j'étais comme un dingue. Donc j'étais le nez collé à la vitre, quoi. Voilà. Et ma mère, alors là, parce que moi je m'en souviens pas, mais ma mère me disait, mais à chaque fois tu étais là et tu regardais, et puis tu faisais grosse montagne, grosse montagne, grosse montagne. Voilà. Donc c'est déjà des bons souvenirs dès le plus jeune âge. Ouais, oui. Ouais, les montagnes, ça a vraiment été très vite quelque chose de très particulier pour moi, parce que je pense que j'adorais la nature en règle générale, très attiré par la nature. Quand tu vis dans la banlieue parisienne, c'est sûr que tu n'as pas beaucoup de nature autour de toi, donc c'était un peu ça. Et les montagnes, c'était la quintessence de la nature pour moi. Voilà. Et est-ce que tu avais déjà des gens tu disais j'ai envie de faire comme eux, notamment par les films d'expédition ramenés. Est-ce que tu en regardais ou pas du tout? Non, comme je dis souvent, j'ai quasiment pas fini un seul bouquin de montagne parce que ça me faisait peur dès qu'ils commençaient à parler de mort et de crevasses et de machin. J'arrivais plus à lire. Et j'avais très très peur de la haute montagne quand j'étais jeune. À une période vers mes 8-9 ans, je me cherchais au niveau des sports. Donc j'avais fait beaucoup de natation jusqu'à 9 ans. Puis après, j'ai essayé de tennis, mais ça me plaisait pas. J'ai essayé d'autres sports et ça me plaisait pas trop. Et mes parents ont trouvé un club d'escalade. Alors les clubs d'escalade dans les années fin 80, c'était des bouts de parpaing avec des prises collées, des prises en bois, quelques prises déjà en résine, mais il y en avait pas beaucoup. Et l'idée des clubs d'escalade à l'époque était complètement hors compétition. Il n'y avait pas de compétition encore, ou très très peu. Et donc on faisait de l'escalade pour aller après en falaise, pour aller en nature après. Et donc ça m'a plu. Et donc j'ai attaqué à vraiment me mettre dans la montagne par plutôt les références que j'ai. C'est Patrick Hédlinger, forcément. C'était, je pense, le premier avec François Legrand, qui allait après un peu plus tard parce que il commençait à gagner des compétitions et j'admirais un peu son style. Et donc voilà, des gens comme ça. C'était donc par l'escalade que j'ai attaqué vraiment à m'intéresser à la montagne. Et qu'est-ce qui te faisait rêver justement dans le style de ces deux personnes ? C'était le mouvement, c'était la fluidité, c'était le geste c'était le geste en nature, quoi, sur un rocher, sur des beaux paysages derrière, etc. Il y avait Stéphane Glovax aussi. Mon grand frère m'avait offert un bouquin sur ça s'appelait Rocks Around the World. C'était Stéphane Glovax qui avait fait tout le tour du monde et tu voyais les falaises ocre, les machins au Japon, aux États-Unis et tout. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire ça, ouais. C'est marrant parce que ça va vraiment à l'encontre de la performance, cette idée de fluidité, c'est ce qu'on note jamais. On en parlait avec Gaëtan justement,
où il me disait que en ski, on note toujours la descente, jamais la montée. On note jamais l'art, la fluidité dans le mouvement. On note toujours la performance. Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être compliqué? Combien il y a de dénivelé en chiffres? Donc, t'es déjà là-dedans. En fait, c'est plutôt l'art de montagne par l'escalade que... Ouais, oui, au début, oui, au tout début, oui, clairement, parce que il y avait pas de compétition ou très peu, donc la compétition est arrivée après. Après, je me suis pris au jeu de la compétition et c'est vrai que à 16 ans, j'avais envie d'être champion du monde d'escalade. Moi, j'avais pas du tout les qualités nécessaires, mais voilà. Et puis, c'était l'âge aussi. C'est l'âge où tu as envie de te confronter aux autres, te prouver des choses, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, non, pas du tout. Au début, ce qui m'attirait, c'était la nature, c'était les odeurs. J'y repense encore maintenant. Et c'est même pas que j'y repense, c'est que, tu vois, sur mon projet de l'été dernier, sur la farandole des écrins, pourquoi j'ai eu envie de la farandole, c'est à cause des odeurs, principalement, parce que j'avais envie de ressentir les odeurs de mélèze, les odeurs de rosée, sur l'herbe, les odeurs de bouse de vache ou de crotte de mouton. J'avais envie de ces odeurs et de les ressentir vraiment parce qu'on les sent d'autant plus qu'on est fatigué. Et donc, quand on est fatigué, tu ressens ces odeurs-là. Et ça me rappelle mon enfance et c'est ça qui fait le cercle, en fait, qui fait que j'ai toujours envie d'aller en montagne. C'est pas du tout l'altitude, c'est les impressions, les sensations que j'ai pu vivre quand j'étais jeune, quoi. C'est marrant, cette approche par le nez, je l'avais encore jamais entendue. On m'a parlé des sons de la montagne, on m'a parlé de la beauté du paysage, mais jamais du sens que peut être le nez et les odeurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent en montagne qui est particulier? Mais tout. Non, mais c'est assez incroyable. Jusqu'à, tu vois, ça m'arrive encore parfois dans des refuges ou quand je rentre dans un refuge, je sens l'odeur l'odeur du pin qui est pas encore tout à fait sec. Et donc ça a une odeur particulière. Ou bien quand je mets un vêtement, quand je mets une fringue que j'ai pas vraiment lavée et qui a pris la neige. Et elle a une odeur particulière, la fringue. Et c'est les mêmes odeurs que celles que je ressentais quand j'étais gosse. Et voilà, il y en a plein. L'odeur quand tu graisses tes chaussures en cuir, si tu as des chaussures en cuir. Il y en a plein. C'est partout, en fait. C'est tout le temps. Je parle souvent de la neige. La neige, tu la sens avant qu'elle tombe. Moi, j'arrive à sentir l'odeur je pense que je suis pas le seul. J'arrive à sentir l'odeur de la neige avant qu'elle tombe. Je me dis, là, ça sent la neige, là. Et généralement, on se loupe pas, hein. Personne se loupe quand on se dit, ça sent la neige, parce qu'il y a une atmosphère, une odeur spéciale. Ouais, puis c'est aussi une manière d'être, parce que je me rappelle que mon père, quand il était petite avec ma soeur, il nous disait, oh là là, mais vous sentez la neige ou quoi? Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, il y en a, mais de partout, de ces odeurs-là. Ouais. Il y en a une que je recherche en permanence, surtout quand je cours, c'est l'odeur du pin, quoi. L'odeur de la sève de pin qui monte au printemps, là. Elle est terrible, celle-là. Celle-là, elle me fait complètement chavirer. Et puis ça dure très peu de temps. Oui. Finalement. Ouais. C'est 3 semaines, quoi. Même pas 2 semaines. Ouais. Donc c'est hyper Après, tu passes à autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, mais à d'autres odeurs. C'est un cycle d'odeurs qui est hyper intéressant. Tu me disais tout à l'heure hors antenne, avant qu'on commence cette interview, que tu n'avais pas toujours eu envie d'être sur les réseaux sociaux, que c'était assez nouveau pour toi. C'est depuis 5 ou 6 ans. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap? C'est très simple. Avec un copain, là, Didier Angelot, un guide de haute montagne, on grimpe souvent ensemble. C'est un copain voisin là, qui habite pas loin. Et on regardait un peu ce qui se passait justement au niveau médiatique sur la planète montagne. Et c'était une époque où il y avait encore Wellischtek qui était encore en vie, où il y avait Kylian Jornet qui faisait ses records sur l'Everest. Et on était là, on se disait ouais, c'est chouette, c'est bien, tu vois, au niveau de la perf, mais on parle que de performance dans ce que les gens font en montagne. Et nous, on était là un peu décalés en se disant, mais nous, c'est pas ce qui nous a donné envie d'aller en montagne. Et du coup, on s'est dit, tiens, si on essayait de monter des projets, donc ensemble, au début c'était avec Didier, pour parler d'autre chose que de la performance pure, essayer de raconter des histoires. Alors la première idée qu'on a eue, c'était un hommage à Umberto Flemati, qui est toujours en vie, c'est le copain de René Desmaisons. Et avec lequel il a fait beaucoup de choses, et il a ouvert des voies. Il était pyrénéen, il est toujours d'ailleurs pyrénéen, Umberto Flemati, et dans les Balaïtous il a ouvert des voies
en artificiel à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas les chaussons, etc. Et donc, la première idée, c'était d'essayer de libérer les voies qu'il avait ouvertes autour du Balaï Tous avec Didier. Et c'est le premier projet vraiment qui a lancé un peu, et où on s'est dit, on va faire de l'image, on va faire un film. Et d'ailleurs, on a fait un film. Bon, il est pourri, le film. Non, il y a des copains réalisateurs qui ont bien rattrapé nos images, mais nos images bougent dans tous les sens, donc il n'est pas très regardable sur grand écran. C'est Le Voyage d'Umberto, ça s'appelle. On peut le trouver sur Internet. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Après, on a fait Annecy-Chamonix avec les skis, avec Didier. On a essayé de faire une ultra traversée du Viso. On a fait des projets ensemble. Et puis moi, de mon côté, je continuais parce que j'avais un peu plus de dispo que lui. Je faisais mes projets aussi en parallèle. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai attaqué à me remettre à vraiment intégrer les réseaux et à essayer de faire en sorte que ces histoires qu'on essayait de raconter aient de l'écho, quoi, que le partager au plus grand monde. Quand tu partages un post, quand tu partages un article, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns sur Alpine Mag, qu'est-ce que tu veux produire chez les gens, toi ? Ouais, pas mal de choses. La première des choses, c'est de la curiosité. Essayer que les gens soient curieux de ce qui les entoure. Et surtout en montagne, de pas être juste... justement, je peux pas être juste les yeux rivés sur la montre ou sur le nombre de dénivelés et essayer de se dire ah bah tiens ouais l'autre là, celui qui est sur les réseaux sociaux qui s'appelle Paul Bonhomme là, il a fait une traversée. Qu'est-ce qu'il a voulu faire par là quoi. Voilà. Et ou bien quand j'ouvre des lignes en pentraide, c'est mais attends, ça ressemble à rien. Pourquoi il a ouvert un truc entre les rochers, entre les cailloux? Et voilà, susciter de la curiosité sur des choses qui sortent justement de la pure performance. Alors parfois, j'utilise aussi la performance pour avoir plus d'écho. Donc ça fait partie peut-être des projets de temps en temps, mais je veux amener les gens vers autre chose. Et parfois ça marche pas très bien parce qu'on va parler que de la performance dans les médias ou même moi sur les réseaux, je suis maladroit parce que j'ai pas de chargé de com, hein. donc je suis pas forcément très bon non plus. Et parfois je tape à côté, je dis ah zut merde, c'est pas ça que je voulais dire. Et c'est marrant parce que j'étais donc rencontre là toute la semaine et il y a au milieu du public à un moment donné où j'ai entendu deux personnes qui parlaient et le premier disait à l'autre t'as vu samedi soir il y a Paul Bonhomme, oh là là mais c'est incroyable là le ski de pentraide, mais moi franchement ça me donne des frissons et tout. Donc je pense que c'est plutôt réussi finalement dans ce que tu produis chez les gens. Et la deuxième chose, c'est cette question de la performance. Effectivement, c'est ce que je te disais avant de commencer l'enregistrement. Là, je trouve que les médias, parce qu'ils ont peu de temps sur leur antenne, ils te posent beaucoup la question de la performance. Et moi, la question que je me suis posée ce matin en préparant l'interview, c'est pourquoi toi, tu te lèves le matin, en fait ? Moi, je me lève le matin, on va reparler des odeurs. Je me lève le matin pour aller chercher les odeurs de mon enfance. Non, mais clairement, et puis je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, mais clairement, c'est retrouver cette ambiance qui a pu m'envelopper. Et je la retrouve. Et c'est ça qui est chouette, parce que je la retrouverai pas, ça serait frustrant. Mais je la retrouve. Et du coup, mais je la retrouve dans les pentraides, parce qu'il y a l'odeur de la neige, surtout quand elle prend un peu le soleil et tout, c'est super. Et puis parce que je mets mes pantalons de ski, etc. Mais je la retrouve aussi en marchant, tout simplement. Donc j'ai pas besoin forcément d'aller faire la performance. Donc moi, ce qui me fait lever, c'est me dire bah tiens, je vais passer un bon moment en montagne. Et ça, c'est quand je vais sur mes projets. Après, quand je m'entraîne, c'est un peu plus compliqué parce que l'entraînement, c'est pour moi, de plus en plus, c'est des boucles autour de la maison pour éviter d'utiliser trop la voiture. Et du coup, parfois, tu n'as pas du tout envie de refaire la même boucle que tu as déjà fait une centaine de fois. Et du coup, là, c'est autre chose. C'est la perspective du projet, au final, qui me fait me lever, qui fait que je vais m'entraîner. Et je vais m'entraîner pourquoi ? Parce que je sais que j'ai encore envie d'explorer mon corps et puis j'ai envie de l'amener dans des recoins qui vont me permettre de nouveau de ressentir
tout ce que j'ai pu ressentir quand j'étais gosse, quand j'en bavais, quand je montais et que j'avais pas envie de monter et que ce qui me frappait, c'était encore une fois les odeurs, les couleurs, les lumières, etc. Donc voilà, c'est ça que je vais chercher. Cet été, tu es parti pour la farandole des écrins. Tu as traversé tous les écrins et il y a quelque chose que tu as dit dans les médias, c'était la question des refuges et des gardiens de refuge. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de parler de ces personnes ? Alors, pour être tout à fait honnête, l'idée de cette farandole, elle m'est venue après l'hiver 2021, où j'ai ouvert 10 nouvelles lignes de pentraide à travers les Alpes. Et après ce projet des 10 lignes, que j'ai réussi, donc j'ai réussi à les faire, ces 10 lignes, pendant une saison. Du coup, j'ai communiqué autour, j'ai partagé, et j'étais là, il y avait quelque chose qui me manquait. Je me disais, ouais, c'est chouette, mais c'est trop loin des gens, c'est trop extrême, entre guillemets, même si je parle pas d'extrême quand je fais mes pentraînes, mais c'est trop... voilà, c'est trop loin de ce que les gens peuvent vivre quand ils vont en montagne par eux-mêmes. C'est décorrélé de ce que le commun des mortels peut faire finalement. Et je me suis dit, zut, ok, mon projet, je me suis éclaté à le faire et je suis très content et j'étais très fier. Mais moi, par ce projet-là, je voulais parler de création, je voulais parler d'imagination, de création, de curiosité et puis d'implication au niveau c'est le film qui va être aux rencontres là ce soir. C'est toute la préparation, etc. C'est ça qui m'a aussi plu dans ce projet-là. Mais ça tapait un peu à côté au niveau du partage médiatique, etc. Même si je trouve que les articles étaient plutôt bien, mais je trouvais que j'avais pas été assez dans quelque chose qui puisse être compris et abordé par les gens qui vont en montagne. Du coup, j'ai pensé, et je me souviens très bien, parce que c'était en discutant avec ma mère, un soir, je me suis dit, j'ai envie d'un truc plus simple, et pourquoi pas essayer de faire tous ces refuges ? Et que le but du jeu, ce soit plus du tout les sommets, mais que ça soit les refuges, le but. Et ça change complètement la manière de voir la montagne. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit le haut, l'objectif, l'objectif, il est en bas. Et du coup, comment on fait pour relier tous ces refuges avec un petit challenge de temps pour que ça soit suffisamment intéressant pour moi, pour le vivre, et puis aussi impliquant. C'est pas l'idée d'essayer de mettre un temps, de mettre 6 jours ou moins de 6 jours sur cette farandole. C'est pas du tout l'idée de faire un record. C'est pas du tout ça. C'est juste que si tu mets pas ce temps-là et que tu fais juste tout ça en marchant, tu vas pas vivre la même histoire. Tu vas en vivre une super sympa, mais pas forcément la même. Si tu te dis, je vais essayer de faire ça avec mon matos sur le dos, donc un sac de 8 à 10 kilos, et puis le plus vite possible, ça veut dire qu'il faut te préparer, donc il faut s'entraîner physiquement. Faut optimiser le matériel, donc se prendre la tête avec le sac, le poids du sac, etc. Donc comme en expé en fait. Après, il faut voir les conditions, et puis après, il faut sur place quand on le fait, faut se sortir un peu les doigts quoi. Pour moi, c'est beaucoup plus impliquant et du coup, tu rentres vraiment dans ce que tu es en train de faire, beaucoup plus. Tu es beaucoup moins dans ce que j'aime aussi énormément, dans de la balade où tu laisses ton esprit divaguer et où tu peux penser à ta vie de tous les jours en te baladant, etc. Tu vois, là, tu es à ce que tu fais. Tu es obligé d'être à ce que tu fais. Et ça, j'aime bien. Il n'y a plus d'aspect méditatif, quoi. Voilà, il y a plus cet aspect méditatif. Ce que j'adore en montagne, c'est des moments où tu te sens en montagne, tu te sens faire partie de la montagne, comme le chamois, comme le bouquetin, comme la gentiane. Et là, sur la farandole, il y a eu surtout sur la fin, quand tu commences à être... moi, je parle, l'impression que ça m'a donné, c'est la densité. J'avais l'impression de prendre en densité. C'est-à-dire que tu deviens bout de bois, tu deviens, je sais pas, mais rocher, mais tu sais, comme les vieux montagnards, là, tout avec le cuir tanné, etc. Mais t'as la peau, c'est pareil, toi t'es tanné, t'as les pieds qui sont complètement tannés, t'as des coups de soleil de partout, tu t'arrives plus trop à toucher tes doigts de pied parce que t'es tout plein de crampes, enfin tout. Et ça, j'aime beaucoup cette sensation-là et c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu te lèves? Je vais d'un point A à un point B, comme le bouquetin, comme le chamois, pas plus, pas moins. Ouais. Et c'est plus
On s'en fiche s'il y a des sommets au passage. Je vais d'un point A à un point B, je me déplace, c'est tout ce que je fais. Et on se met un peu à l'épreuve de la montagne pour en faire partie, quoi. Voilà. Et oui, mais on est obligé de la respecter énormément quand on fait ça. Parce que comme on est crevé, on est vraiment fatigué, on est obligé d'être complètement à ce qu'on fait. Ou bien on arrête le projet, tu vois. Oui. Ou bien tu t'arrêtes. Et à ce moment-là, tu rentres chez toi. Et c'est possible aussi. Mais quand tu arrives à aller au bout de ta boucle, ouais, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Et ça n'a rien à voir avec la performance. Rien à voir. Tu as rencontré énormément de gardiens et de gardiennes de refuge pendant cette farandole. Bah ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la figure du gardien de refuge ? Un ami, un ou une amie. Moi, ce que je trouve extraordinaire avec ces personnages, c'est cette capacité qu'ils ont d'accueillir de manière indéterminée qui que ce soit qui arrive dans leur refuge, chez eux. Ils vont, alors pas tous, il y en a qui sont bougons ou quoi, mais ils vont, même s'ils sont bougons, ils vont accueillir tout le monde de la même façon. Voilà. Et il n'y a pas de jugement. S'il y a des jugements, ils les gardent pour eux quand tu vas faire la vaisselle le soir parfois. Mais sinon, non, il y a pas de. Voilà, ils vont accueillir tout le monde. Et ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable que tu sois très fort alpiniste ou que tu sois le randonneur qui commence, qui découvre la montagne. Ils vont t'accueillir pareil. Ils vont te donner un lit, ils vont te faire à manger pareil. Tu vas pas avoir de. Et c'est génial pour ça. Tu vois, il y a pas de. C'est pas comme si tu allais au restaurant où tu as plusieurs menus ou des vins plus ou moins chers. Non, là, tu vas, tout le monde a le même repas, bam, bam, tout le monde est sur un pied d'égalité, il n'y a pas de différence sociale, il y a pas de. On est dans un lieu où il y a une neutralité qui fait du bien, qui fait vachement de bien, surtout quand les gardiens font bien leur boulot et je trouve qu'ils le font de mieux en mieux et ça, c'est génial. Même s'il y a aussi une souffrance parfois de la part des gardiens de refuge sur les attentes du public. Oui. On en parlait avec Mélanie. Bah oui. Tu vois, des cosmiques. Bah ouais, clairement, parce qu'il y a une déconnexion. Ouais. Il y a une déconnexion et c'est vachement dur l'équilibre. C'est aussi pour ça que je fais mes projets, moi. Hein. C'est aussi pour ça que je fais la farandole ou des choses comme ça qui essayent de recentrer, sur la montagne simple, la montagne. Pas forcément pure, mais la montagne brute, la nature, quoi. Et il y a dans notre société, l'homme, et c'est pas nouveau, c'est pas moi j'apporte rien de nouveau là-dedans, mais il y a une décorrélation entre l'homme occidental et la nature de plus en plus, et surtout encore plus avec les réseaux, encore plus avec les écrans. Aller en forêt, aller se balader en forêt, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Aller se balader en forêt de nuit, il y a plus personne qui le fait. Alors que moi, quand j'étais gosse, on y allait avec les parents. Ça faisait partie de l'apprentissage de la nature. Et du coup, quand les gens arrivent dans ces lieux de nature que sont les refuges, parce que ce sont des lieux de nature avant tout, ils sont paumés. Parce qu'ils n'ont plus le confort auquel ils sont habitués. Et du coup, le gardien, il est là, il dit « Ok, bon, il faut pas que je sois trop rude avec eux, mais il faut quand même que je leur explique qu'ici, c'est rude. » et ouais, donc c'est pas évident du tout. Mais ça, je pense que en tant qu'athlète, en tant que guide et en tant qu'athlète, on a une responsabilité de montrer la réalité de la chose. C'est pas que je prends mes skis, j'arrive en haut d'une montagne et puis regardez mes beaux virages. Non, t'as fait quoi avant, quoi? Comme dit Gaët, quoi. T'es monté, t'as mis tes pots de phoque, tu t'es entraîné, t'es passé par la case refuge, j'espère. Et si t'as pris l'hélico, montre que t'as pris l'hélico et dis clairement que tout le monde ne peut pas faire ça parce que ça coûte un bras et puis en plus c'est pas souhaitable parce que ça bousille la planète. Donc oui, dire clairement les choses, dire clairement ce qu'on fait sans zapper la partie refuge, sans zapper la partie bivouac, sans zapper l'aspect rustique de ce qu'on est en train de faire, c'est vachement important. Ça peut pas être que de la belle image de la montagne. Ce que tu viens de nous dire, là, ça me fait beaucoup penser aux études de Stéphane Labranche, qui est un chercheur canadien qui s'est installé à Grenoble et qui est, me semble-t-il, associé au laboratoire Pacte
qui est sous tutelle du CNRS, de Sciences Po et de l'IUGA là, à Grenoble, où justement il met en perspective cette relation entre l'humain et la nature. Ça me fait penser à la chose suivante. Vous êtes, sans le vouloir ou peut-être sans en avoir conscience, je ne sais pas, les sportifs de haut niveau comme ça, en montagne, des sociologues du milieu. Est-ce que toi, tu as envie de travailler avec des chercheurs et de prendre des positions peut-être un peu plus clivantes et un peu plus politiques? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages, même si tu le fais déjà un peu? Ouais, j'y vais doucement parce que déjà, je me sens pas. Y a beaucoup, là, surtout depuis la farandole, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis écolo, tu vois. Enfin, le retour que j'ai de personnes, ils disent ouais, il est, enfin voilà. Et alors que pas du tout. Moi, je me sens pas du tout écolo. C'est marrant, c'est parce que tu as fait tout ce chemin à pied que les gens se disent ah bah du coup ils vont montrer je sais pas, je sais pas de... pourquoi, mais j'ai Okay. cette casquette. Et puis c'est pas que depuis la farandole aussi, mais ça fait quand même quelques années que j'essaye de recentrer mon activité amateur dans les Alpes et de plus partir en expédition. Et à la base, c'était un souci de décalage plutôt sociétal, c'est-à-dire que je me sentais mal à l'aise de communiquer sur mes exploits entre guillemets à l'autre bout de la planète, alors que les gens qui vivaient là gagnent, enfin eux ils comprennent pas du tout ce que je fais, et puis surtout eux ils gagnent très peu enfin quand moi j'y vais, même si je les paye à m'aider, ils gagnent quand même beaucoup moins que moi le retour que j'ai si je réussis à faire mon exploit, tu vois. Et donc j'étais mal à l'aise avec ça, avec ce que j'allais chercher moi, pour moi, donc égoïstement, purement égoïstement, et ce que les gens vivaient sur place, qui eux étaient plutôt dans le sens ben là toi tu me files des sous pour que moi je puisse le redistribuer à toute ma famille parce qu'ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'aller faire des études, etc. Et moi j'étais ouais, et puis petit à petit je me suis aussi dit bah ouais, en plus ce qui est pas mal c'est que je bousille un peu moins la planète parce que voilà, donc le souci de moins avoir d'impact au niveau de ma consommation de CO2, elle est venue petit à petit, mais a posteriori, on va dire. Donc oui, je me sens pas écolo, donc j'ai du mal à revendiquer cette posture-là. Moi, j'essaye d'être le plus normal possible parce que je me sens normal, je me sens pas exceptionnel, même si je suis là et que les gens vont regarder mes images en disant oh, il est dingue, mais non, je suis pas dingue, je suis normal, les gars. Tu vois, je me sens pas du tout exceptionnel et j'ai pas envie de l'être. Et du coup, prendre une posture, pour moi, ça va être compliqué parce que c'est pas comme ça que je suis rentré en montagne. Justement, quand je te parlais tout à l'heure des livres que j'arrivais pas à finir, moi, dans ma tête, ce que j'ai envie de partager, c'est la rupture avec l'histoire de la montagne en règle générale. Pour moi, l'histoire alpine, elle est très héroïque, elle est fondée sur l'héroïsation des exploits, la conquête, la dangerosité absolue de la montagne, la vie, la mort, on parle énormément de mort, etc. Alors que moi, tout ce qui m'a amené à la montagne, c'était complètement l'inverse. C'était le bonheur que je pouvais y éprouver et puis les accomplissements que j'ai pu avoir en montagne. Et du coup, moi, j'essaye de montrer ça à ma modeste avec mes modestes moyens, mais voilà, et du coup j'ai pas envie de rentrer dans quelque chose de très clivant, même si je mets parfois les pieds dans le plat parce que oui, clairement moi, maintenant si je vais plus à l'étranger, enfin à l'étranger lointain pour mes projets personnels, hein, je parle bien que pour mes projets personnels, c'est aussi parce que bah oui, cet été les glaciers ils étaient dans un sale état et que j'arriverai pas à me regarder moi, hein. Donc c'est très personnel, je juge pas les autres, c'est moi, j'arriverai pas à me regarder dans la glace ou à regarder mes gamins en disant là papa il part 1 mois et demi au Népal, juste pourquoi, juste pour essayer de réussir un exploit entre guillemets, tu vois. Non, j'y arrive plus ça. Ok, non, mais je comprends. Et justement, toi, tu l'as vu ce changement là dans les écrans cet été? J'imagine que oui. Parce qu'en plus, on a vécu un été particulier. Ah bah oui. Oui, partout, non, mais hein. c'est... Bon, après, cet été, c'était très puissant. On le ressentait vraiment beaucoup, surtout moi, je suis guide. Hein. Mon métier, c'est guide de haute montagne. C'est comme ça que je gagne ma vie. Et surtout, quand tu commences à te poser des questions sans arrêt de où est-ce que tu vas amener tes clients pour qu'ils soient en sécurité
et que le danger, c'était les éboulements qui étaient... tu savais pas où est-ce que ça pouvait se péter la gueule, quoi. Donc, c'était un peu compliqué, tu vois. Donc, tu allais dans des endroits où c'était le plus safe possible, mais c'était pas simple. Et après, quand tu vas sur les glaciers, c'était pas forcément plus dangereux parce que les glaciers, ils étaient vachement ouverts, donc tu passais entre les crevasses, mais c'était pas agréable à voir, tu vois, c'était pas, voilà, même s'il y a une certaine beauté aussi avec un glacier qui est tout fracturé et tout, et c'était dérangeant. Puis c'était pas tant visuellement que cette sensation de chaleur globale et ces incendies quand tu rentrais à la maison, et tout ça, toute cette atmosphère avec le sirocco qui est revenu aussi cet été. Moi, j'étais là, waouh, ça y est, quoi, on est dedans, quoi. Ouais. Voilà. Et pour moi, je suis pas optimiste quant au fait qu'on va pouvoir réduire ça, mais par contre, la planète, elle va survivre. Et le truc, c'est pour ça que moi je suis là, je dis mais en fait les gars, mais faut qu'on sauve notre peau à nous, quoi. Ouais. Tu vois, donc si moi j'arrête de voyager, c'est par égoïsme, hein, quelque part, hein. C'est par égoïsme, mais c'est aussi pour mes enfants. Oui, complètement. Mais c'est pas que de l'altruisme, quoi. C'est parce que putain, mais moi j'ai envie qu'on puisse encore, en tout cas que mes enfants, que je puisse voir mes petits enfants grandir dans un monde qui soit pas complètement anxiogène, tu vois. Complètement. Donc c'est d'abord à ça que je pense. Donc c'est à ma pomme d'abord avant les autres. Après, la montagne, dans 50 ans, les Alpes, ça ressemblera aux Pyrénées. Et puis, il y aura des lacs à la place du glacier blanc, etc. Mais ça ne sera pas forcément moins joli, clairement, parce que les Pyrénées, c'est joli, tu vois. Ouais. Donc, ça ne sera pas forcément moins joli, mais ça sera différent. Et il va falloir qu'on fasse les choses différemment là-haut, peut-être. On fera plus de rochers, moins de glaciers, des choses comme ça. La montagne, elle va continuer à survivre. Enfin, tu vois. Et puis la planète, de toute façon, elle va nous survivre, nous, de toute façon. Il va falloir qu'on change notre sensibilité par rapport au paysage. J'ai un copain là qui fait une thèse sur les forêts de Maurienne. Et en fait, il y a 100 ou 150 ans, on trouvait ça moche l'automne. On militait pour l'arbre vert. Ouais. Tu vois, ouais. pour que les arbres ne changent pas de couleur. Mais pour moi, si tu veux, c'est aussi pour ça que je suis vachement, comment dire, j'essaye de porter quelque chose dans mes projets. C'est cette idée de dire que, déjà, non, la montagne, c'est pas dangereux, c'est ce qu'on y fait qui peut être dangereux. Donc, arrêter d'avoir systématiquement peur de la montagne, parce que la montagne, c'est de la nature. Donc, si on a peur de la montagne, on a peur de la nature. Donc, et c'est ça qui nous fait faire des conneries, c'est parce qu'on en a peur de cette nature. Ouais. Tu vois, c'est ça qui fait que on n'arrive pas à faire baisser nos chauffages parce qu'on a peur d'avoir froid ou de remettre un pull. Quand tu parles de ça, même à mes parents, tu vois, moi qui ai 47 ans, ils ont plus de 80 ans, eux, quand ils étaient gosses, ils mettaient des pulls et puis il faisait 15 degrés ou 16 degrés parce qu'ils n'arrivaient pas à chauffer plus, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Alors nous, on s'est protégés du froid, on se protège avec la clim du chaud, on se protège, on se protège de tout, de la nature, on se protège de la nature. Mais attendez, à un moment donné, il va falloir qu'on l'accepte, cette nature, parce qu'on fait partie intégrante de la nature. Et moi, dans mes projets, c'est ce que je cherche, c'est de faire partie intégrante de cette nature. Et c'est ça qui est... qui peut, si tu fais les choses dans le bon sens, qui peut être complètement jouissif, qui peut être génial, quoi. Et c'est ça que j'essaye de transmettre et de partager. C'est ce bonheur qu'il y a d'être dans la nature et d'être ce bloc de rochers parmi les rochers, d'être voilà. Ce morceau de bois, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas de la conquête, tu vois. Alors que pour l'instant, on est encore en train d'essayer de conquérir des faces, des sommets, des machins. Enfin, certains, pas tous, heureusement. On est encore en train d'utiliser un hélicoptère pour réussir à faire un truc. Mais tu n'as pas besoin de réussir à faire ça. Va faire autre chose sans l'hélico. Tu vois, ça sera tout aussi plaisant. Enfin, c'est ça, c'est essayer de reconnecter avec notre milieu et notre vraie nature, parce que nous, on est des êtres naturels, quoi. Ouais. Dans les médias, c'est ce qu'on appelle en fait juste le changement de ligne éditoriale, quoi. Oui, on change la forme, on change le fond, faut... on change à qui on s'adresse, on change comment on le fait. Et puis, c'est pour ça que c'est important de raconter une autre histoire de l'alpinisme et de la montagne en règle générale et de notre rapport à notre activité là-haut, tu vois. Et ça peut pas être juste
ça peut pas être juste de la contemplation, parce que encore une fois, la contemplation c'est chouette, mais il y a un filtre dans la contemplation. C'est rentrer dedans, quoi. C'est rentrer dedans, et c'est pour ça que les refuges sont si importants, et c'est aussi pour ça qu'ils sont précieux et qu'il faut garder le refuge, pas forcément comme à l'ancienne, vachement rustique. Continuer à faire en sorte que les gens y aillent, et continuer à faire en sorte que la société évolue, et que maintenant, moi je croise des gens, s'il n'y a pas de douche, ils ont du mal, mais même avec une douche, et ça reste rustique, parce qu'il y a une douche pour X 1000 personnes, et c'est pas à l'hôtel, quoi. Oui. Et tant que c'est pas des hôtels, je pense que ça restera quand même de toute façon des expériences pour la plupart des gens, parce que ils n'ont pas l'habitude de la collectivité, du partage de repas, de tout ça. Donc c'est pas parce qu'on introduit les douches en refuge que c'est forcément perdu. Voilà, pour ça je suis optimiste, tu vois. Ouais. Pour prendre C'est chouette de porter ce message, et je pense qu'il faut qu'on tende à ça, en tout cas. Je pense qu'il faut continuer à ouvrir la montagne, mais je pense qu'il faut faire de la pédagogie et de l'éducation, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, et pédagogie, éducation, et puis trouver les images et les mots pour que les gens ils aient un grand bonheur à aller dans ce milieu qui leur fait peur et qui peut potentiellement être dangereux s'ils font des bêtises là-haut. Mais arrêter de surcommuniquer sur la difficulté et sur la dangerosité de ce milieu, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Au début de ce podcast, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu avais peur de la mort en montagne. Comment est-ce que tu es passé outre ça ? Ça s'est fait petit à petit. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Ce qui m'a vraiment changé ma manière d'aborder la montagne, c'est c'est suite au décès de mon grand frère au Pakistan, au G6 en 98. Donc moi j'étais avec mon ex-femme, j'étais maçon. J'ai encore continué à faire le maçon pendant quelques années. Et puis après, quand je me suis lancé à essayer de devenir guide, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai été voir mes parents et je leur ai demandé si je pouvais le faire. Parce qu'ils avaient déjà perdu un enfant en montagne, et je leur ai demandé la permission. Et à partir du moment où ils m'ont accordé cette permission d'aller vers le guide, je me suis dit, ok, moi, dans ma tête, je me suis dit, t'as pas le droit d'y rester. Et là, quand tu te mets ça dans la tête, tu l'abordes autrement, la montagne. Parce que du coup, avec la peur que t'as, avec moi, j'étais en apprentissage encore, tu vois, je connaissais pas tout, loin de là. Et puis, je connais encore pas tout, heureusement. Mais bon, j'ai quand même beaucoup plus d'expérience qu'à l'époque. Et du coup, je connaissais pas tout. Et du coup, j'avais mes limites. Et quand je sentais que j'allais vers ces limites-là, que j'étais pas suffisamment prêt, j'ai encore remis la main sur un de mes carnets de l'époque, il y a 2 jours, où j'ai écrit, ok, bon, là, je suis pas encore prêt pour faire ça. Et j'ai fait demi-tour aujourd'hui parce que j'étais pas encore prêt. Et je faisais demi-tour. Et j'ai appris à aller, tu vois, faire des allers-retours entre, je me prépare physiquement, je grimpais avec une corde, je faisais des longueurs comme ça sur les falaises assurées, tu vois, mais tout seul. Ou bien avec des copains, mais j'en avais pas beaucoup à l'époque. Et puis après, j'allais en montagne avec ma corde, et puis je m'auto-assurais, et puis je faisais quelques longueurs. Alors parfois, j'en faisais les 3 premières, et puis après, la longueur était trop dure, donc je faisais demi-tour, je rentrais. Parfois, il faisait grand beau, et puis je le sentais pas, j'étais pas en forme, donc je faisais demi-tour aussi. Et j'ai appris en étant assez seul à cette époque-là, parce que j'avais pas le temps d'attendre de créer des amitiés pour aller en montagne, parce que j'avais pas beaucoup de sous et qu'il fallait que je fasse ma liste de courses vraiment très vite. Donc j'ai appris à gérer ce truc de ok, je vais, mais dès que j'ai peur, hop, j'arrête. Et petit à petit, tu prends en expérience, donc t'es de plus en comme c'est Simon Giraud, c'est un expert en neurosciences. Il était d'accord avec moi. Moi, je supporte pas l'expression il faut sortir de sa zone de confort. Je le supporte pas parce que je me dis qu'en montagne, moi, c'est tout l'inverse. Je cherche ma zone de confort. Et lui, il a introduit et je me suis dit tiens, ça c'est intéressant. En fait, ce que tu fais, c'est que tu essayes d'étendre ta zone de confort. Mais voilà, il faut pas sortir parce que si tu sors de ta zone de confort en montagne, généralement,
t'es pas bien, t'es pas loin de mourir, quoi. Et moi, voilà. Donc, ce que j'ai fait pendant toutes ces années, c'est que j'ai augmenté ma zone de confort petit à petit avec l'apprentissage, en progressant au niveau technique. Et puis aussi, à force d'aller en montagne, t'apprends que, ah ouais, tiens, ok, je peux aller jusque-là. Ou tiens, ce qui me faisait peur hier ou il y a un mois, finalement, j'ai appris, j'ai lu, j'ai observé. Et puis petit à petit, tu vois, moi, je me souviens très bien des premières fois où j'avais la frontale de nuit, où je partais de nuit. Oh, mais j'ai fait demi-tour un paquet de fois, parce que ça fait flipper, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Et voilà. Mais c'est important aussi là, tu produis beaucoup d'images, beaucoup de contenu. Si pour l'image, tu te mets en danger, il faut pas. Et du coup, il faut avoir l'expérience pour dire, ok, j'avais prévu de faire ces images aujourd'hui, là, ça craint, je me casse et tant pis. Et c'est important d'avoir cette expérience-là parce que parfois, on peut être poussé aussi à se dire, en fait, là, il y a la caméra qui filme, mais on peut pas faire demi-tour, tu vois. Ah ouais, mais moi, la caméra, ce que j'explique souvent, les premières fois où j'ai pris la caméra, c'est parce que je l'avais à la maison pour mes projets avec Didier, là, et je la sortais pour mes pantraides pour avoir une trace. Tu vois, c'était juste pour avoir une trace. D'archive, quoi. Voilà, une espèce d'archive. S'il y a quelqu'un qui me demandait comment elle était la pente ou qui me demandait tu l'as vraiment faite, j'étais là, regarde la vidéo, quoi. Et puis après, je me suis pris au jeu de l'image. De essayer de faire en sorte que l'image soit jolie avec les moyens que j'ai, parce que j'ai pas envie d'investir trop de sous dans les caméras 360, les machins, et surtout j'ai pas l'ordinateur assez puissant pour traiter toutes ces images, donc j'ai une vieille GoPro maintenant, un GoPro 7, tu vois, alors que je sais plus où on en est au niveau des GoPro. et j'essaye de faire l'image la plus intéressante, ou celle qui me fait, moi, en tout cas qui m'intéresse moi le plus possible, artistiquement entre guillemets, parce que je suis pas un caméraman, et aussi pour donner cette sensation que je peux éprouver sur mes skis quand je suis en pentraide. Donc parfois je la retourne complètement à 360 pour qu'on voit mieux mes pieds, parce que si tu la mets dans un sens, tu vois moins bien les pieds que si tu la mets dans un autre. Parfois je la mets verticale pour qu'on voit un peu, qu'on soit plus impressionné par la pente, etc. Donc je m'amuse vraiment. L'image pour moi, c'est un prétexte à déjà un truc pour montrer ce que que j'ai, c'est une archive, et puis c'est une manière de m'amuser derrière, à essayer de créer, à mettre de la musique. Parfois ça m'arrive d'écouter une musique, d'entendre une musique et de me dire, ah ouais, là il y aurait peut-être ces images là qui iraient bien, allez, je vais aller faire ce truc là parce que je trouve que la musique irait bien. Et puis voilà, donc ouais. Tu parles de l'archive, c'est hyper important, c'est une espèce de devoir de mémoire de la montagne un peu. On a beaucoup de carnets d'aventure, pour moi c'est aussi important qu'un film. T'écris beaucoup ? Alors non, si, sur mes réseaux j'écris, voilà. En ce moment j'écris plus sur mes réseaux que vraiment dans l'optique de refaire un bouquin. Ouais, ça me permet d'avoir de partager des idées. Après j'ai toujours écrit, alors pas beaucoup, non. J'ai toujours écrit depuis que j'ai 17 ans, mais voilà, quand ça m'arrive parfois de me réveiller dans la nuit avec des trucs en tête et je les écris. Voilà, ouais, c'est comme ça que j'écris. Après, j'ai envie d'écrire un deuxième bouquin, mais j'ai beaucoup de mal j'ai envie déjà de digérer bien le premier que j'ai écrit, vraiment de le digérer pour réussir à écrire un autre livre, quoi. Ouais. Et pas refaire un livre que j'ai déjà écrit. Ouais, tu vois, donc il faut que je trouve les manières de faire. Ça c'est dur, parce que tu vois, par exemple, moi quand j'ai regardé tout ce qui existait sur toi comme production, je me suis dit mais comment je vais faire quelque chose de différent, ouais. Tu vois. Et du coup je me reconnais dans ce que tu dis là. J'ai une dernière question pour toi. Quelle est la question qu'un ou une journaliste ne t'a jamais posée que tu aimerais qu'on te pose ? Waouh, ouais, mais là, celle-là, faut que j'y réfléchisse 5 minutes, là. Faut que j'y réfléchisse 5 minutes. La question qu'on m'a jamais posée, que j'aimerais qu'on me pose. Ouais, c'est une question qu'on m'a pas posée. J'ai déjà donné la réponse, mais on m'a jamais posé la question. C'est comment j'aimerais mourir ? Alors c'est très particulier, mais donc je vais te la poser. Comment est-ce que tu aimerais mourir ? J'aimerais mourir entouré de mes proches. Voilà, et clairement pas en montagne. Voilà, c'est la réponse que j'avais envie de donner. Et je trouve que c'est quelque chose qui est marquant pour moi parce que j'ai déjà eu des réponses complètement contraires de la part de très proches. Et je trouve que c'est
voilà, dans le sens du partage. Ce que moi, je dis souvent à des jeunes qui viennent me voir ou à des copains, je dis, mais en fait, l'important dans ce que tu as envie de faire en montagne, c'est d'abord ce qui se passe en dehors de la montagne. C'est ta vie. Ouais. Fais-toi une belle vie, que ça soit une vie de famille ou une vie tout seul. Hein, voilà, j'ai rien contre quelqu'un de seul, tu vois. Mais fais-toi une belle vie avec des bons potes, où tu as envie de rentrer, tu vois. Et que la montagne, ça soit un lieu de passage, parce que c'est un lieu de passage. On y passe en montagne, on n'y reste jamais. Voilà, il faut que ça soit un lieu de passage et pas un lieu pour rester, quoi. Et si tu te fais une belle vie, je pense que tu peux faire longtemps et apprécier longtemps la montagne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Paul, d'avoir été dans le camp de base. Bah de rien, merci à toi. Et puis, bon film ce soir. Je pense que c'est assez grisant de présenter son travail et le travail qui nous a tenus pendant un petit moment. Ouais, bah là, c'est pas moi qui ai bossé dessus, c'est Justin et Romain. Et à vrai dire, je suis pas à l'aise avec ce film-là parce que je parle beaucoup et on voit beaucoup ma tête. Et à chaque fois, je me dis, putain, j'en ai marre de ma tête, quoi. J'en ai vraiment marre. Donc en fait, c'est pas que je l'aime pas, ce film, c'est juste que je suis trop dedans. Je pense les retours que j'en ai sont plutôt... alors, c'est pas un film exceptionnel, c'est un bon film, les gens apprécient, mais moi, je n'arrive pas à l'apprécier parce que c'est trop... voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a que ma tronche tout le temps en permanence et j'ai beaucoup de mal avec ça. Comment est-ce qu'on deal avec la notoriété comme ça quand on n'a pas envie de dealer avec la notoriété ? Bon, en essayant d'être le plus naturel possible et surtout pas se prendre la tête, se prendre le chou trop. Alors ça m'arrive de me prendre vraiment le chou, à me dire ah merde, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça ou là voilà, c'est donc ça m'arrive et après je relativise, je pose un peu les réseaux pendant 1 ou 2 semaines. Et puis, je me recentre sur ma vie de famille, quoi, mes proches, mes amis, etc. Et puis ça, derrière, ça va mieux, quoi. Mais voilà, il faut faire des pauses, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Le camp de base, épisode 27, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si vous l'avez aimé, vous pouvez m'envoyer un mot d'amour et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ou envisager de partager l'épisode à votre entourage. Ça ne vous engage à rien, mais ça m'aide grandement à faire découvrir le podcast. Le prochain épisode sera diffusé lundi prochain. Et pour suivre nos actualités d'ici là, retrouvez-moi sur Instagram et LinkedIn. Pour aller plus loin, c'est sur www.campdebase-podcast.com que ça se passe. À très vite dans le camp de base. La rencontre au sommet.